Comme elle est pauvre, elle doit travailler. Hôpital de Sivakasi, la tuberculose y fait des ravages. Car malgré les apparences, ces deux jeunes femmes ne sont pas les seules malades. Lors de cette enquête, nous avons appris que les propriétaires de fabriques payaient leurs ouvriers blessés pour ne pas aller à l'hôpital et risquer ainsi une mauvaise publicité. Quelles sont ses chances de rétablissement? Très faible. Elle a les poumons sérieusement atteints. Peut-être va-t-elle s'en sortir pour cette fois. Mais à la longue, elle mourra d'insuffisance respiratoire. Ce sont des cas fréquents. Dans un village aux abords de Sivakasi, nous avons constaté les risques réels encourus par les travailleurs de ces fabriques. 3 grands brûlés, rescapés d'une explosion où l'on a relevé 39 morts et 76 blessés. Tous étaient occupés à fabriquer des feux d'artifice. Retour au Bangladesh. Les fabricants de vêtements, pour la plupart des politiciens et des militaires à la retraite, ont fini par reconnaître qu'ils employaient des enfants. Environ 11 000 reconnaissent-ils. En réalité, ils seraient près de 100 000. En Asie du Sud, les industriels et des politiques dénoncent un complot des pays occidentaux. De son côté, le Bureau international du travail lance une mise en garde. Le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde. Des sanctions économiques contre lui rendraient encore plus difficile la condition des enfants ouvriers et de leurs familles. On ne doit pas et on ne peut pas encourager le travail des enfants d'aucune manière. Nous voulons l'éliminer, mais nous devons le faire à travers un processus. Nous ne voulons pas éliminer ces gens. Nous devons éliminer les situations et les conditions qui poussent ces enfants au travail. Ce sont les Occidentaux qui nous ont conseillé d'adopter l'économie de marché. Ce sont eux qui ont établi les règlements économiques. Ce sont eux qui nous ont forcés à entrer dans une sorte de compétition économique avec le monde entier. Avec tant de pauvreté, tant de main-d'œuvre sous-qualifiée, tant d'indigence financière. Et nous avons vu le résultat. Et ce sont les mêmes industriels occidentaux qui vont s'installer en Chine, pays communiste. Là-bas, il n'y a pas de liberté syndicale. Là-bas, il y a des camps de travail. Ou alors ils vont s'installer au Vietnam, où règne la règle du parti unique, avec un seul syndicat, sans la moindre trace de démocratie dans les échanges commerciaux. Le Bangladesh est en compétition avec ces pays. C'est très difficile. Le Bangladesh, tout comme l'Inde ou le Pakistan, réagissent très violemment aux critiques occidentales sur le travail des enfants. Des journalistes ont été agressés, des militants locaux forcés à l'exil ou tués. Parmi eux, le jeune Iqbal Masih, petit tisserand symbole qui avait réussi à attirer les yeux du monde sur son combat contre le travail des enfants esclaves. Iqbal Masih a été assassiné, il avait 12 ans. Sialkot, ville dynamique de 300 000 habitants à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. D'ici, de grandes marques mondiales comme Nike, Adidas ou Reebok se fournissent en ballons de football. 35 millions au total, fabriqués chaque année, soit 80% du marché mondial. La plupart de ces ballons sont exportés vers l'Europe, les États-Unis et le Japon, agréés officiellement par toutes les ligues mondiales de football. Le travail des enfants est illégal au Pakistan. Pourtant, à Sialkot, on estime à 25 000 le nombre d'enfants employés dans cette industrie. Certains d'entre eux n'ont pas 7 ans. Jamais on ne les verra travailler dans des fabriques modernes du centre-ville. Les commandes sont en fait sous-traitées par des centaines de petits ateliers dans les villages. Ici,
Les enfants fabriquent chaque jour 2 à 3 ballons pour un salaire de 3 à 4 francs. Vous avez des ballons de rugby? Oui, de rugby, de football, de handball et de volley. Les ballons viennent de France et sont seulement cousus au Pakistan, n'est-ce pas? Oui, seulement cousus au Pakistan. Toute la marchandise vient de France. Dites-moi, combien de ballons fabriquez-vous? À peu près 700 ballons par semaine. Combien de piqueurs employez-vous? À peu près 60 piqueurs. Dans plusieurs villages? Oh oui, oui, dans plusieurs villages. Et combien vous payez vos piqueurs? À peu près 24 roupies par ballon. 24 roupies. Petit souvenir de la Coupe d'Europe de football. 5 francs pour un ballon qui sera revendu 100 fois plus cher en Occident. Le ballon de football est particulier. Il nécessite pour sa fabrication une certaine force parce qu'il est rond. Ses nœuds et sa couture aussi demandent de la force. Ce qui prouve que des enfants ne peuvent pas faire ce travail. Autrement dit, je vous démontre que techniquement, des ballons de football ne peuvent pas être fabriqués par des enfants, c'est impossible. D'après vous, quel âge doit avoir un enfant pour qu'il ait la force de fabriquer un ballon de football? Il doit avoir au moins 16 à 18 ans. Là, il pourra faire un vrai ballon aux normes internationales. 16 ans, vous dites. Bon, 14 ou 16 ans. Donc un enfant de 8 ans, d'après vous, est assez fort pour fabriquer des briques dans le Pendjab, mais pas assez pour fabriquer un ballon. Non, ça n'a rien à voir. Au Pendjab, c'est de l'esclavage. Ce dont je vous parle, c'est du travail technique. Parce que les ballons de foot sont ronds et qu'ils nécessitent des points de couture résistants et égaux, il faut une puissance de 20 kg par point et être assez fort pour coudre un ballon de football. Le travail des enfants n'est pas limité au seul Pakistan, c'est un problème mondial. Nous avons besoin des efforts du monde entier pour l'éliminer et nous devons en débattre dans les conférences internationales. Le travail des enfants existe aux États-Unis, en Grande-Bretagne aussi, ainsi qu'en Allemagne. Tout cela a été reconnu à la conférence internationale du travail. Ça existe en Allemagne, en Amérique, chez des chiffres pour l'Amérique, quelque chose comme 1 million d'enfants au travail. Devant ces preuves et sous la pression internationale, quelques grandes marques de sport ont accepté de mettre un terme à ce trafic à Sialkot. Reebok, par exemple, projette de construire une nouvelle usine avec la garantie qu'elle n'emploierait pas d'enfants de moins de 15 ans. Mais la leçon de Sialkot a mis en relief les pratiques économiques impitoyables des multinationales. Une course au profit qui les conduit dans les pays en voie de développement. Le faible taux de rémunération y passe avant les droits de l'enfant. C'est une affaire des droits du travailleur dans le monde entier. C'est une question de droits de l'homme et d'économie mondiale. Si on part du principe que le monde entier est impliqué dans cette économie mondiale, alors pourquoi certains travailleurs auraient des avantages que d'autres n'ont pas? Je pense qu'actuellement, cette économie mondiale favorise le recul des droits fondamentaux des travailleurs, alors que cela devrait être le contraire. Nous devrions tous lutter pour améliorer ces droits dans le monde entier, créer une véritable économie de consommateurs, profitable pour tous à travers la planète. Pour être très honnête avec vous, aucun ouvrier en Europe ou aux États-Unis ne fabrique des tapis orientaux à la main. Ce n'est pas une affaire de protectionnisme, c'est une question de droits de l'homme et de droits du travailleur. La nuit tombe sur les champs de briques de Mandala. Les enfants sont toujours au travail. À Tamil Nadu, au pied du temple de Shiva, le portrait d'un petit garçon idéal vante les mérites d'une marque de feu d'artifice. Des bidonvilles du Bangladesh aux portes du Pakistan, il continue jour après jour de tisser, de coudre, d'empaqueter.
Et dans le train qui les emmène loin de chez eux, des anges au visage sale chantent encore Bombay et ses mirages. Claire Brisset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'UNICEF en France. Le reportage que nous venons de voir concerne uniquement l'Asie du Sud-Est. Alors j'aimerais vous demander si la situation est aussi dramatique ailleurs. D'abord, il est tout à fait légitime que ce reportage se concentre sur l'Asie, parce que c'est là où il y a le plus d'enfants au travail. Il y en a même la moitié des enfants qui travaillent sont des enfants d'Asie. Mais il y en a énormément ailleurs aussi. Il y en a même plus en proportion en Afrique, puisqu'un enfant sur 3 en Afrique travaille, et travaille très dur. Et en Amérique latine, il y en a aussi 1 sur 5 à peu près. Donc vous voyez que le problème est réparti équitablement dans le monde entier, puisqu'il y en a aussi dans les pays industrialisés des enfants qui travaillent. Il y en a aux États-Unis, en particulier des enfants des minorités latino-américains. Il y en a en Europe. Il y en a particulièrement en Angleterre, chose surprenante. Il y en a en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal. En France, on ne sait pas. C'est extrêmement clandestin. C'est clandestin dans tous les pays industrialisés. En France, il y en a sans doute parmi les minorités, justement, mais c'est clandestin et nous ne le savons pas. Alors, à qui profite d'abord ce travail des enfants ? Je voulais juste ajouter là-dessus, il y en a aussi beaucoup et de plus en plus en Europe de l'Est. La paupérisation de l'Europe de l'Est fait que le phénomène s'y aggrave. Alors à qui est-ce que ça profite? D'abord au marché local. Plus de 90% de ce que fabriquent les enfants est utilisé localement. Alors le reste est utilisé par nous dans les pays industrialisés. Et probablement cette proportion-là augmente. Alors je suppose que les solutions sont complexes et il ne faut pas que les remèdes soient pires que le mal. Hein. C'est ce qu'on a vu quand il y a eu un épisode qui nous a beaucoup frappé quand au Bangladesh, il y a énormément de travail des enfants dans le textile. Un sénateur américain a soumis une proposition de loi pour interdire l'importation aux États-Unis des produits textiles fabriqués au Bangladesh. Du jour au lendemain, 50 000 enfants ont été licenciés des usines et des manufactures où on fabriquait ces produits textiles et se sont retrouvés dans la rue à faire des choses encore plus dangereuses, des activités encore plus dangereuses, la prostitution, etc. Donc il faut éviter, comme vous l'avez dit, que le remède soit pire que le mal. Donc il faut faire des accords au cas par cas avec ceux qui utilisent les enfants, qui les exploitent, en leur disant on va faire des écoles, des classes sur le lieu même de leur travail, on va contrôler leur âge, il ne faut pas qu'ils soient trop jeunes, on va surtout éliminer tous les travaux dangereux. Il y a des formes de travail des enfants qui sont extrêmement dangereuses. Par exemple, dans le tapis, on sait que dans certaines usines de tapis que j'ai visitées par exemple au Pakistan, l'espérance de vie des enfants elle est de 20 ans. Et on l'a vu aussi dans le reportage, les allumettes, les feux d'artifice. Oui. Mais oui, quand on travaille, on fait travailler les enfants très petits sur des explosifs, il y a des accidents. Quand on leur fait fabriquer des briques pendant des journées qui peuvent être des journées de 18 heures et qu'ils ont 5 ans, 6 ans, bien entendu, ils sont extrêmement fatigués. Il y en a aussi qui avalent, qui inhalent des produits très toxiques. Enfin, toutes les formes de travail des enfants qui sont dangereuses doivent être éliminées totalement. Alors, est-ce qu'on peut penser, dans les pays occidentaux, et ça a commencé, je crois, en Angleterre et en Amérique, à mettre des étiquettes sur des produits qui sont fabriqués par des enfants? C'est l'idée du boycott, avec le danger... Vous n'y croyez pas trop, ça? On est partagé là-dessus, parce que si on boycotte et qu'on aboutit à ce qui s'est passé au Bangladesh, ça peut être une fausse bonne idée. Ce qu'il faut, c'est laisser aux organisations comme l'UNICEF, le BIT, les activistes de la cause des enfants, faire, si vous me passez l'expression, de l'entrisme, c'est-à-dire dire au gouvernement, vous avez ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant, vous devez contrôler ce qui se passe. Et ensuite, nous, envoyer des quantités d'émissaires dans les usines où on soupçonne qu'il y a du travail des enfants. C'est du cas par cas. Précisément, quelques heures avant la diffusion de ce reportage, le gouvernement du Pakistan nous a fait savoir qu'il avait pris des mesures fermes pour supprimer à la base, dit-il, le travail forcé des enfants. Une réaction rapide ? Le travail forcé, c'est très bien, il y a de l'esclavage. Au Pakistan, une sorte d'esclavage, il y en a dans toute l'Asie du Sud. Si le gouvernement prend la tête lui-même d'une croisade contre ça, tant mieux. Simplement qu'il nous laisse aider à faire des mesures de contrôle qui soient vraies. C'est comme, vous savez, c'est comme pour l'arsenal nucléaire. Hein. Ça ne sert à rien, les proclamations du gouvernement. Quand on va vérifier, les enfants sont déplacés. Il ne faut pas qu'on les mette sous les tables, qu'on les cache juste au moment où les gens qui vont contrôler arrivent. Donc, très bien qu'il y ait des annonces de ce genre. Il est vrai qu'en Asie du Sud en particulier, il y a eu grande prise de conscience de problème. Simplement, laissons cette logique se développer et laissons les contrôles s'effectuer comme ils doivent l'être. Claire Brisset, merci. Merci à vous. L'artiste dont nous allons dresser le portrait dans quelques instants est une véritable légende vivante. Il est français, mais paradoxalement beaucoup plus connu et admiré à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Japon. Son nom, Marcel Marceau, profession mime.
Le mime Marceau, une véritable institution qui a porté son art au sommet de la perfection. Il a commencé sa carrière il y a 50 ans et il a déjà donné 15 000 spectacles dans le monde entier. Florence Mavie, Christian Autin et Pascal Stelletta ont suivi le mime Marceau, dans le silence bien sûr, et avec une certaine admiration. Voilà. Monsieur Marceau, la loge pour vous, c'est... Écoutez, je vais vous dire tout de suite, avant de commencer, j'aime pas parler, parce que ça m'enlève la concentration. Je sais qu'on peut toujours parler. Il y a tellement de choses à dire. On dira le mime Marceau, qu'est-ce qu'il est bavard. Voilà, dès qu'on se mettra à parler. Et je sais qu'il faut parler, mais ça, je le fais avec les élèves à l'école des mimeodrames. Je théorise beaucoup en dehors des cours de mime corporel, mais quand il y a la préparation de l'âme qui va jouer, on ne doit pas parler, on doit penser. Et c'est le silence qui prépare au jeu dramatique. On dit que le silence prépare au verbe, parler. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il faut un grand silence et qu'on rentre, voilà, dans l'art du silence qui est le mime et l'art du geste. Il est un monde où les mots n'existent plus, où la parole s'est diluée dans la blancheur du maquillage. Ce soir, dans ce théâtre de la banlieue parisienne, le silence n'en sera que plus éloquent. Entouré de ses assistants, Marcel Marceau donne l'une de ses rares représentations en France. Vous travaillez trop. C'est ça. Derrière le rideau, cette rumeur qui enfle, le souffle du public qui fascine Marcel Marceau. C'est annoncé pour 9 h, je crois. Comment ça se présente bien? Pas mal. Vous avez le trac? Comment? Vous avez le trac? On a toujours le trac, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce qu'il n'y a pas de... on ne peut pas s'arrêter. C'est pas comme au cinéma, on s'arrête, on reprend. Là, c'est vraiment le... C'est l'engagement total. On ne peut pas s'arrêter. Mais pas encore. Pas encore. En 50 ans de carrière, l'homme au visage de craie a joué plus de 15 000 fois. Sans jamais changer un détail. Voilà, ça c'est... Comme suspendu, hors du temps. Avec cette crainte lancinante que le public ne soit plus au rendez-vous. Je suis avant tout un homme de théâtre. C'est pas tellement celui qui amuse, qui fait rire les gens. Je trouve ça très important, mais j'aime bien aussi, dans le théâtre, la concentration, la profondeur, le temps qu'on met. Aujourd'hui, on est tellement pressé. On vous dit, c'est trop long, les gens ne sont plus habitués, tout passe très très vite. Il y a une espèce de folie du temps. Et je crois qu'il faut retourner à ce romantisme, c'est-à-dire à prendre des temps, justement. Il est là depuis 40 ans. Et alors, lui, il ne bouge pas, il ne vieillit pas. Il a toujours le même... Ah, le pauvre là.
Et puis ça prend la patine du temps, c'est formidable. Comme vous. Ah, moi je sais pas si je suis patiné. En tout cas, quand je me maquille en blanc, j'ai l'impression de ne pas changer. Ce sont mes thèmes qui changent. C'est-à-dire on s'adapte, on évolue, la vie évolue, elle nous fait créer de nouvelles pantomimes de style, et par rapport au monde actuel aussi, par rapport à la menace nucléaire, par rapport à la pollution, par rapport à la violence. Et alors quand on revient, tout semble tellement calme dans la nature. Partons dans un autre jardin, celui du musée Rodin à Paris. Présence discrète au milieu des touristes de Djamilia. Cette jeune fille de 20 ans est une habituée des lieux. C'est l'une des élèves de Marcel Marceau. Ce dernier a fondé l'école internationale de Mimodram. Djamilia porte sur Marceau un regard juste, avec toute la franchise de sa jeunesse. Avant que je rentre à l'école, je croyais que Marceau était mort, comme beaucoup de gens. Et en fait, ça fait pas beaucoup de différence pour moi, parce que je l'assimile à quelque chose de passé et une carrière achevée. C'est-à-dire qu'il aboutit quelque chose. Le mime, c'est pas un modèle pour toi? Si, c'est-à-dire que c'est un modèle dans le sens où ce qu'il a fait dans sa vie et toute sa vie pour une chose, et cette chose à son maximum, ça c'est un modèle. Maintenant par rapport au mime, par rapport à ma route, etc., je garde cette façon d'avoir vécu comme un modèle. Ouais. Mais pas, je ne chercherai pas du tout à reproduire les mêmes choses. Tendu, bien là, et tomber, hop, et mon trace, et au cou. C'est dans les sous-sols d'un théâtre parisien que Djamilia apprend le b.a.-ba de l'art du mime. Créée en 1978, l'école de Mimodram de Marcel Marceau accueille une cinquantaine d'élèves venus des 5 continents. Posez la tendue, et descend. Certains seront mimes, les autres trouveront du travail dans le milieu du spectacle. Et attrape. Hop, hop, tac, 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 hop, et 2, 0. 2 fois par semaine, le père fondateur transmet son savoir. Fierté, orgueil, vanité, révolte, souvenir. Prenez-les aussi. Attention. Et laissons donc la caméra s'attarder sur vos élèves et parlons de vous, maître. Vous décidâtes de devenir comédien en 1946. Vous fûtes le disciple de l'illustre homme de théâtre Charles Dullin et du pape du mime, Étienne Decroux. Vous dites avoir été mime déjà dans le ventre de votre mère. Une dernière fois. Je vais vous dire ce que c'est. Vous avez créé cette école pour, dites-vous, ne pas être le dernier des Mohicans. Vous qui avez inventé une grammaire corporelle où chaque geste, chaque sentiment est codifié. Et doucement. Voilà. Nous avons tous entendu parler de vous, Monsieur Marceau, mais l'art du mime, qu'est-ce que c'est? Donc la première question... Écoutez, alors, arriver à un stade pour expliquer en France ce qu'est l'art du mime maintenant, ça vraiment, c'est dur. Mais en fait, ça fait rien. Posez la question. Ça a l'air de vous mettre en colère. Oui, je suis en colère à cause de ça. À cause de quoi? Parce qu'au bout de 40 ans, être obligé d'expliquer au public ce qu'est un art, alors qu'il sait ce qu'est la danse, qu'il sait ce qu'est la musique, et que toujours on me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'art du mime? Et que je ne voudrais pas entendre des gens dans la rue dire c'est des grimaces, c'est des gestes, c'est n'importe quoi. C'est déshonorant pour notre culture. Mais c'est pas n'importe comment, hein. Il n'y a pas de... C'est ça qui fait... Très chatouilleux sur son art, voilà. Perfectionniste à l'extrême, Marcel Marceau est très agacé par notre caméra qui suit quelques évolutions maladroites de ses élèves. 5, 6, tang, tang, encore une fois, c'est bien. Et
Ne prenez pas encore. Soyez gentils, ne le prenez pas encore. Allons-y. Et 2, 3, 4, 5, 6, non. Le mime n'est pas un jeu de devinettes. Il ne remplace pas la parole par le geste. Il va au-delà des mots. Faites-moi les trilles de la main. Tu tiens la main trop haut. C'est ici. Le mouvement qui fait ça... C'est l'art de la métamorphose, si l'art de rendre visible l'invisible. En faisant du violon, et si je fais ça... Je peux même permettre de faire ça. Et le mime est lié dès le départ au silence. Et c'est pour ça qu'il y a une grande solitude. C'est que le mime est un peu comme un coureur de fond. Il est au départ seul avec lui-même. 1, 2, et 7, 8, 1, et 2, et 6, 7, 8, 1, 2, 1, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 1, 8. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas mimer? Oui, le mensonge. Là, la parole, elle est forte. Pour le mensonge, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cherchez l'erreur, il n'y en a pas. Michael Jackson, grand admirateur de Marceau depuis son enfance, s'en est inspiré pour ses chorégraphies. Une filiation dont Marceau est fier. Il y avait justement une scène qui était très belle que Michael Jackson avait faite et qui aurait pu être mime, parce que lui aussi, il subit un peu l'influence du mime, il le cherche. Il avait un passage avec les danseurs noirs dans la rue où c'est la violence. Et à un moment donné, il avait son chapeau comme ça, il avançait comme ça, et il y avait un danseur noir qui était devant lui, et alors il fait simplement ce geste. Et le danseur noir part avec un saut périlleux. Mais c'était au fond lui qui l'avait fait. Donc il y avait un tour comme ça de désinvolture terriblement féroce, mais calme en même temps. Et alors ça donnait, et j'ai dit tiens, comme il utilise bien un ressort dramatique. Décembre 95. Rencontre hyper médiatisée entre Bip et Bambi, alias Marceau et Jackson. Jackson propose un spectacle en duo, mais le roi de la pop connaît des problèmes de santé, le projet est ajourné. Reste que l'hommage de Michael Jackson est aussi un formidable coup de pub pour Marcel Marceau. Et vous vous considérez comme un maître? Si je n'étais pas un maître à mon âge, je ne serais plus jamais un maître. Ah, mais il est temps, il est temps. Il est temps. Voilà. Alors, à quoi ça sert un maître? À mesurer. New York, l'une des escales préférées de Marcel Marceau. L'artiste s'est baptisé citoyen du monde. Il est vrai que l'art du mime n'a ni frontières, ni barrière de langage. Le maître connaît New York comme sa poche, du moins ses musées, ses théâtres et ses restaurants japonais. Il y fait ses grands débuts en 1955. Son personnage fétiche, Bip, avec sa fleur rouge au chapeau, conquiert le cœur des Américains. L'Amérique consacre le talent du mime. Depuis un demi-siècle, il est un ambassadeur de la culture française, aussi connu que la Tour Eiffel, Brigitte Bardot ou Coco Chanel. Toujours en représentation, Monsieur Marceau, comme si la vie n'était qu'une pièce de théâtre.
À moins que ces clins d'œil humoristiques ne soient une façon de ne pas se dévoiler. Elle vous fait rêver, cette Amérique du XXIe siècle? Arrêtez, les rêves, je les ai au théâtre. La vie ne me fait pas rêver. Ah bon, mais ce qui me fait rêver, c'est mon métier. C'est mon métier. J'avoue que mon métier, c'est formidable. Et tous les gens qui exercent un métier qu'ils aiment rêvent dans leur métier. Finalement, vous êtes un bon produit d'exportation pour la France. Mais je ne suis pas un produit. Je ne suis pas un produit. Je pense que je suis un artiste qui subit, qui est heureux de voir qu'il peut exporter dans un pays étranger une culture qu'il a reçue. Ce matin, M. Marceau a rendez-vous avec les élèves d'une école de spectacle dans le quartier du Queens. We have some children that are going to join us at the present time. Bonjour, Monsieur Marceau. Bienvenue à notre école. Nous sommes contents de vous avoir entre nous aujourd'hui. Merci pour votre récit. Merci. What is mime? The art of silence. To make the invisible visible and the visible invisible. And you will say, what does this mean? I give a little example. If I am Et c'est parti pour 1 heure de grammaire corporelle. Quand il est en tournée, Marceau accepte parfois d'aller à la rencontre d'enfants. Au début, la génération télé, branchée sur le bruit et la vitesse, le regarde comme un extraterrestre. Peu à peu, l'alchimie opère entre le vieux maître et les enfants. Open your hands. And now suddenly, tang tang. Okay. Take the butterfly slowly. I see it. And then you do 3. Subjugués, emportés dans le monde de l'imaginaire, du mime, les enfants auraient tous voulu monter sur scène. Thank you. Thank you. Et ce qui les a laissés vraiment bouche bée, c'est lorsque Marcel Marceau leur a dit qu'il était un ami de Michael Jackson. J'ai eu un peu peur au début. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un comme lui. Je l'ai vu parfois à la télé, et j'ai entendu parler de lui à la radio. Tu vois, ces mouvements qu'il fait, c'est comme de la poésie. Tu voudrais faire la même chose que lui? D'une certaine façon, oui. Parce que quand je serai grand, je veux être poète. Il me fait penser à un danseur, avec la manière qu'il a de bouger tout son corps. Je trouve qu'il est très bon. Par exemple, quand il descend les escaliers ou qu'il fait la marche contre le vent. Une dernière photo souvenir, et l'on prend la plume pour remercier le magicien, et tant pis pour les fautes de grammaire. Cher Monsieur Marceau, merci beaucoup pour votre visite dans notre école. C'était formidable. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Vous êtes le plus grand mime du monde. Le plus grand mime du monde est déjà loin, et plutôt de méchante humeur, ce qui embête un peu la fidèle Evelyne. J'ai pas envie de rire, moi. Non, je sais. Il n'y a pas de son. Oui, mais souriez, Marcel. C'est aujourd'hui son anniversaire, mais le sujet est tabou. Personne n'osera lui chanter « Happy Birthday to you ». La retraite, Marcel Marceau n'y pense pas.
En lui brûle toujours le feu sacré, le même amour du théâtre. Le maître retrouve le sourire en rendant visite à la compagnie de danse Al Vinale, l'une des plus prestigieuses du monde. Un groupe de danseurs s'apprête à visionner une cassette vidéo sur Marcel Marceau. Celui-ci a été invité par la directrice artistique de la compagnie Al Vinale. Marcel Marceau, toujours en avance sur l'horaire, surgit dans la salle. Et les présentations sont à la hauteur de la réputation du mime en Amérique. Honoring us, he is graciously honoring us by teaching us a class, by showing us something of just a little of his genius, and we honor you for being here. We love that you're here to share with us. And ha, good, chant, 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 louder, chant, 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 chant. You, mademoiselle, and anger, and ha, good, and two, ha, and three, ha, good, not bad. Thank you. Fier d'être reconnu et accepté comme un père dans ce temple qui porte l'empreinte des racines noires américaines et du gospel traditionnel. J'étais très étonnée parce que tout le monde le connaît ici, quasiment tout le monde, et il y a même des Françaises, enfin une Française qui ne le connaissait même pas, et les Américains, ils étaient là, « Wow, Marcel Marceau, great, great !» Nous voici à Austin, au Texas. Marcel Marceau nous entraîne dans les coulisses d'un théâtre à sa mesure, 3000 places. Intéressant. Voilà. Ok. Ben. Regardez, ça c'est impressionnant. Voilà. Vous vous rendez compte? Cet immense théâtre, c'était pas tant. Voilà. Bon, je vais voir. Oubliez la mauvaise humeur de New York. Ce soir, son one-man show sera grandiose. Le vieux monsieur redevient un jeune homme. Mais ce spectacle, c'est aussi un pari pour Marcel Marceau. Il veut prouver qu'à son âge, il peut encore remplir d'immenses salles. Sa grande tournée pour ses 50 ans de carrière coûtera cher. Des mécènes seront les bienvenus. Marcel Marceau, qui voit ses cachets revus à la baisse ces dernières années, doit convaincre qu'il n'est pas un artiste démodé. Ça vous inspire quoi quand non, mais ça veut dire que pendant les 40 ans de tournée en Amérique, nous avons joué dans des théâtres de cette dimension. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes devant autant de Très bien, mais bon, moi, en tout cas, on prend le théâtre au sérieux. Ce sont vraiment des grandes salles, il y a un grand public, c'est quand même une impression formidable qu'on a. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. On l'a refait. Oui, d'accord. Très bien. On l'a refait? Oui. Attends. Mais les gens qui vont être tout au fond, ils vont rien voir dans votre spectacle. C'est-à-dire, vous vous trompez, c'est ça qui est curieux. C'est que l'espace entraîne aussitôt une espèce de magie de l'invisible avec le visible. Et alors donc, quand on est sur un grand plateau, c'est pas seulement l'expression du visage, c'est aussi la lutte avec l'invisible. Going out. Oh God, stop! Stop. Ready? Ready. Take it out, Norm. Great.
Au Texas, Marcel Marceau peut être rassuré. Les Américains lui font un triomphe. Cet hommage lui donne l'impression d'être immortel, à l'image de Bip, son personnage fétiche, son double. C'est une légende, il n'y en a pas d'autre comme lui dans le monde. Vraiment une légende? Ah oui, vraiment. J'ai entendu parler de lui toute ma vie. Je ne pensais pas avoir un jour l'occasion de le voir en vrai. Vous savez, à la télé, d'habitude, on ne voit que de l'action, de la violence. Ces spectacles font au contraire appel à l'imagination, on réfléchit pour comprendre ce qu'il fait. I'm happy that there are not Polish people here. You know, Polish men. Les admirateurs se bousculeront longtemps autour du mime Marceau, en pleine forme, après plus de 2 heures d'intense spectacle. What's your name? Mary Jade. Mary Jane. Yes. Mary with Y? With M-E-R-I-J-A-Y-D. Retour au bercail. Après 3 semaines d'Amérique, Marcel Marceau retrouve son univers familier, peuplé de centaines de photos qu'il ne se lasse pas de commenter. Ben oui, ça c'est un souvenir avec Stan Laurel, qui est venu me voir au théâtre du studio des Champs-Élysées en 51. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'étais un tout jeune Bip, et puis lui, il est venu, il avait tourné à ce moment-là à Paris avec Hardy, il tournait Atoll K. Et il était venu voir le spectacle, et après on a posé pour les photographes, mais il était très naturel. On ne le reconnaît pas vraiment parce qu'il est de profil, mais c'est quand même un plaisir de le voir. Alors regardez, je donne un exemple. Ici la photo, par exemple, on représente quand j'avais 12 ans, et je mimais Charlot. Charlot, c'était mon idole, il l'est resté en quelque sorte. Et en bas, il y a Barrault, Madeleine Renaud, et je joue le garçon de bain. C'était quand il était... C'était quand vous étiez, Monsieur Marceau, aux portes de la gloire. Lorsque les célébrités du monde entier ont commencé à se bousculer pour se faire photographier à vos côtés. C'était lorsque vous avez refusé les avances du cinéma parlant pour ne pas trahir votre art muet. Et puis les années ont passé, nul n'est prophète en son pays. En France, votre gloire s'est figée sous les cadres de verre. Pris dans le tourbillon des temps modernes, votre art a été un peu oublié. Mais est-ce que le passé, c'est pas finalement votre oxygène, un petit peu encore votre raison de vivre? Écoutez, soyons tout à fait francs. Imaginez l'Italie sans le passé. Que serait l'Italie sans la Renaissance? Passéiste, mais heureusement qu'on est passéiste aussi. Mais passéiste ne veut pas dire être en arrière, c'est se servir du passé, des racines du passé, pour aller vers l'avenir. Est-ce que vous vous aimez bien? Si je m'aime bien, non. J'aime mon travail. Mais je considère que j'ai pas mal de défauts. Lesquels? Ah, je vais pas le dire. Pourquoi? Non, je n'ai pas envie de le dire comme ça. On ne se découvre pas comme ça, d'un coup. On ne se connaît pas assez pour ça. Il y a encore des mystères. Je suis complexe, je suis paradoxal. Je suis comme tout le monde sur ce plan-là. Mais une chose que je sais, je crois que j'aime la compassion. Pas la pitié, la compassion. C'est être avec l'autre, comprendre les autres, essayer d'apporter dans un art une part de leur vie. Sinon, j'aurais perdu mon public depuis longtemps. Complexe, paradoxal, Marceau l'est effectivement. À la fois poète et missionnaire, homme de gauche, autrefois utopiste, désormais sans illusion, cabotin et un peu misanthrope. Sur les murs, partout des portraits, signés de mains connues ou inconnues.
Chaque pièce lui renvoie sa propre image. Narcisse, Marceau, il s'en défend avec force, se proclamant témoin de son temps, tout simplement. Et la caméra vous a suivi pendant de nombreuses journées. Quel effet ça vous a fait? Vous n'aviez pas l'habitude déjà? Si, j'ai l'habitude. J'ai quand même eu pas mal de reportages dans ma vie qui ont été faits. Mais c'était pas la même chose. Là, d'être suivi tout le temps, évidemment, on est agacé par moments. C'est vrai. Mais je le comprends. Il faut aussi me comprendre. J'ai peur de ne pas être bien à ce moment-là, par exemple. Je suis parfois en colère contre moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez quand on fait du cinéma, le temps qu'on prend pour faire 5 minutes dans une journée. C'est pour ça que les films sont souvent, quand ils sont bons, très réussis. Donc le reportage a un côté un peu dangereux pour un artiste. Pourquoi? La télévision galope tellement que l'image est tellement pressée qu'on n'a pas le temps de parler en profondeur. Et alors, souvent, on dit des mots, et puis les mots, quoi? Et puis, on les oublie. C'est indiscret, une caméra? Comment? Ça a été indiscret, la présence de notre caméra? Une caméra est toujours indiscrète. Voilà. Pourtant, le dernier jour de notre rencontre, Marcel Marceau abandonnera son masque avec pudeur, racontant son enfance heureuse à Strasbourg, puis la guerre, son père, mort en déportation. Il nous parlera des honneurs reçus, de son habit vert d'académicien et de sa tristesse d'être souvent catalogué en France comme artiste de variété. Et si les médias ne parlaient plus de vous, vous auriez vraiment l'impression d'être oublié? Il y a un proverbe taoïste qui dit « La vie est un grand fleuve. Tout passe, tout s'oublie, tout revient. » Mon art reviendra, parce que c'est un art qui fait partie de l'histoire de l'homme et qui restera. La semaine prochaine, 3 nouveaux reportages au sommaire d'Envoyé spécial. Pour l'un d'entre eux, une question ou une devinette. Quel est le point commun entre Uderzo, Christophe de Chavannes et Steven Spielberg? Ils sont tous les 3 daltoniens, comme 130 millions de personnes dans le monde. Des hommes et des femmes qui ne savent jamais si un appareil est allumé ou éteint, mais qui n'ont pas forcément les problèmes qu'on imagine. Il y a des gens qui me disent, et ça je trouve ça ridicule, quand vous êtes à un feu rouge, est-ce que vous passez au feu vert? Non, feu rouge, feu vert, on voit la différence. Le vert, je ne l'ai jamais vu vert. Hein, je vois que c'est pas rouge à la limite. Du moment que je sais que le vert est en bas et le rouge en haut, je vois pas où est le problème. Mais si vous me mettez un feu orange clignotant et un feu rouge clignotant, je suis prêt à laisser la voiture arrêter et à aller demander à quelqu'un. C'est beaucoup plus gênant aux États-Unis. Un feu rouge peut être clignotant la nuit, c'est un stop obligatoire, ou un feu orange comme chez nous. Mais je suis obligé d'arriver au signal en question pour savoir si je dois m'arrêter ou pas. Les 101 daltoniens, c'est un reportage d'un cinéaste, Patrick Schulman, qui est également daltonien. À jeudi prochain, 20h50. Bonsoir. Julien Clerc